Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre équipe préférée va bien. Aujourd'hui, je ne suis pas seul pour vous parler de football. Je suis en compagnie de Guillaume Maillard-Pacchini, un spécialiste du football italien. Il traite le football italien sur Eurosport, il fait vivre ce football italien. Et aujourd'hui, on va parler d'une équipe dont il faut parler cette saison, l'Inter d'Antonio Conte, qui est à nouveau championne de Serie A. Guillaume, comment ça va? Écoute, merci Hélène de ton invitation, c'est très gentil, ça va très bien. Je suis très honoré de parler de l'Inter et du foot italien avec toi. Et ouais, il y a beaucoup de choses à dire sur l'Inter championne depuis maintenant, allez, quasiment une semaine. Donc, hâte de traiter plusieurs questions avec toi. Ma première question, c'est qu'est-ce qui se passe lors de ce mois de novembre? On a un automne qui n'est pas si bon que ça du côté de Milan et tout d'un coup on a l'impression qu'il y a une espèce de switch en novembre et l'équipe elle repart avec de très bons résultats. Qu'est-ce qui s'est passé en novembre et qu'est-ce qui s'est dit autour de cet Inter-là à cette époque-là? Ouais, écoute Elias, il y a Conte qui a parlé cette semaine où il a retracé justement après cette chronologie du Scudetto. Et il y a un moment où il dit clairement qu'il a compris qu'il fallait revenir à des bases plus solides au niveau du jeu. Parce que, tu vois, hier, j'ai regardé un peu sur Sky Italia, ils transmettent en ce moment tous les buts de l'Inter, le cheminement du titre. Et tu vois qu'en début de saison, eh ben, ils prennent 3 buts contre la Fiorentina, ils en prennent 2 contre Benevento. En fait, ils prennent des buts à chaque match quasiment. Voire un ou deux, ils en prennent 2 contre Parme, où ils viennent égaliser à la fin par Perisic. Et en fait, le gros problème de l'Inter, c'est qu'il y a vraiment un problème de phase défensive, au-delà de la défense. Et Conte, on le sait, est très attaché à cette phase-là. Et il a essayé autre chose en début de saison. Il a essayé d'avoir un jeu plus alléchant, plus beau, plus agréable à voir. Mais rapidement, il a vu que ça allait pas. Et il est revenu à des bases plus fondamentales. Il a reculé un peu plus le bloc. On lui a reproché au fur et à mesure de la saison d'avoir un jeu peut-être un peu plus timide. Mais voilà, on sait aussi que c'est le jeu de Conte. Et voilà, on va dire qu'il est revenu en ce mois de novembre à des bases plus solides. Il y a eu cette élimination un peu plus tard en Ligue des Champions qui évidemment a fait beaucoup parler en Italie parce qu'il était mis quatrième d'un groupe, on va dire, qui est abordable parce que le Real était plus le Real il y a quelques années, le Shakhtar était prenable, le Borussia Mönchengladbach aussi. Mais voilà, il y a vraiment eu un moment, un switch dans la tête de Conte où il s'est dit bon, j'ai essayé de faire autre chose, de jouer plus offensivement, ça n'a pas marché. Du coup, reculons un peu plus, jouons ensemble en équipe. Après, il y a eu des choix évidemment de joueurs, mais c'est vrai que voilà, c'était ce switch-là dans la tête de Conte et il est revenu à des bases solides. Et on a vu qu'au fur et à mesure de la saison, cette défense d'Evra, Skriniar, Bastoni, ce bloc retrouvé a fait que l'Inter a donné vraiment un autre sens à cette saison. Et on a vu une défense beaucoup plus solide dans les phases défensives. Ça fait un peu penser à ces premiers mois à Chelsea où il part avec un système à 4 défenseurs, ça surprend tout le monde et dès qu'il passe à 3 défenseurs, c'était lors d'une mi-temps contre Arsenal, ça repart à la hausse. Conte, il a dit cette saison, si je ne me trompe pas, plusieurs fois, je lisais dans un article de The Athletic, que c'était le travail le plus difficile de sa carrière, ce travail-là à l'Inter. Pourquoi est-ce que selon toi il dit ça? Quand Conte est arrivé à l'Inter, c'est drôle, c'est une anecdote, il a dit tout de suite, parce que tout ça, quand Italie, l'Inter est surnommé la Pazza Inter. D'ailleurs, c'est l'hymne de l'Inter et ça veut dire l'Inter est folle en gros. Ça a toujours été dans ses gènes à l'Inter. Il y a eu ce match fou contre Sienne, le 4-3 avec Mourinho. Voilà, il y a eu plein de remontées, des remontadas comme on dit chez toi, un peu folles en CA. C'est dans l'ADN de l'Inter. Et quand Conte arrive, Conte est quand même quelqu'un de très rationnel, de très pragmatique, a dit non, avec moi il n'y a pas de folie, c'est du solide, il n'y a pas de Pazza Inter. Et c'est vrai que, tu vois, mine de rien, c'est une anecdote, mais au stade, l'hymne Passa Inter n'est plus retransmis. Et aujourd'hui, on parle d'un autre hymne pardon, pour l'Inter. Alors qu'on te dit non, mais moi, j'ai rien demandé du tout. Mais c'est vrai qu'il n'aimait pas trop ce côté un peu foufou. Et on a vu cette année que, mis à part au début de saison où l'Inter a fait cette remontée folle contre la Fiorentina, il y a eu des matchs un peu fous comme ça où l'Inter a un peu remonté le 2-0 contre Parme, où il remonte à 2-2. Et il est revenu à des choses plus fondamentales, plus basiques. Et c'est vrai que ça a commencé à dérouler du côté de l'Inter avec des victoires à un but d'écart sur le fil. Et voilà, Conte, lui, tout de suite a dit non, moi je veux pas d'une Inter passe, je veux une Inter rationnelle, une Inter qui gagne, une Inter qui va retrouver le goût de la victoire. Parce que l'Inter ne gagnait plus depuis 2010-2011. Voilà, avec ce fameux, 2009-2010, avec cette fameuse année de Mourinho, le titre manqué depuis 10 ans, de même plus de 10 ans. Donc c'est vrai qu'il y avait vraiment un gros travail à faire, un gros travail aussi entamé par Spalletti, Elias, qui a fait quand même du beau boulot ces 2 années d'avant. C'est lui qui est arrivé en Ligue des Champions. Donc voilà, il y a eu vraiment un step passé par l'Inter avec Spalletti, après par Conte. Et voilà où ça te mène aujourd'hui. Il y a vraiment eu un projet cohérent
menée par l'Inter notamment sur le banc. Marotta dit moi je préfère sacrifier 2-3 joueurs sur le mercato et prendre un grand entraîneur. Marotta connaissait Conte à la Juve. Conte a fait un énorme boulot, c'est la Juve qui a retrouvé après Del Neri les succès en 2010 jusqu'à aujourd'hui avec l'hégémonie qui se termine. Et Marotta c'est très bien comme disant sur Conte, miser sur un grand entraîneur. On l'a encore vu cette année, c'est un entraîneur qui gagne. Alors l'Europe c'est un peu différent sur la Ligue des Champions, mais en tout cas en Italie il gagne. Et on l'a encore vu aujourd'hui, 11 ans après, l'Inter est nouveau championne. Il y a un joueur dont tout le monde parlait la saison passée parce qu'il était fantastique, c'était Romelu Lukaku. Cette saison, il est aussi génial, mais ça surprend plus, on va dire. À part Lukaku, pour toi, c'est qui le joueur de la saison de l'Inter, le joueur dont il faut parler avant tous les autres? Écoute, Lukaku, évidemment, alors tu l'as dit, a fait un boulot, du coup tu m'as un peu spoilé parce que c'est vrai que ça va dire c'est le grand artificier, même si évidemment il y a un travail d'équipe. Moi, il y a beaucoup de joueurs que j'apprécie à l'Inter. Il y a un joueur pour moi qui est un peu pas sous-côté parce que j'aime pas trop cet adjectif, mais disons un joueur qui est un peu plus dans l'ombre, c'est Marcelo Brozovic. Vraiment, qui est un joueur délicieux dans la défense, qui est un chef d'orchestre, qui donne le tempo de la mélodie interiste. C'est vraiment un joueur qu'on voit pas forcément beaucoup, mais qui fait énormément de boulot au milieu de terrain. C'est vraiment l'Inter est vraiment rythmé par ses passes, par son intelligence de jeu. Il sait quand ralentir, quand l'accélérer. Alors, on peut évidemment aussi parler du travail de Lautaro devant, qui est revenu, qui a eu une période plus compliquée où tu le sais, on l'a annoncé au Barça longtemps. Ça a été un peu compliqué à digérer pour lui. Il y avait une prolongation aussi qui jouait en coulisses. Et Lautaro cette année aussi a retrouvé de l'allant pour retrouver ses performances. Eriksen, Elias, qu'on avait aussi un peu enterré et que Conte quand même a su ressortir du chapeau. Là, il a un peu mis ce qu'on sait que Conte a ses têtes. Honnêtement, il a ressorti son chapeau alors qu'en janvier, il était quasiment parti. On va dire qu'il a avalé un peu ses couleuvres pour quand même jouer un rôle décisif, Eriksen, dans cette Inter championne d'Italie. Et voilà, évidemment, alors tu l'as dit, mais Lukaku, c'est vraiment quand même le pilier parce que toutes les phases de jeu passent par lui. C'est vraiment un autre joueur qu'on a vu en Première Ligue. On savait que Conte le voulait déjà à Chelsea. Il a toujours apprécié Conte, mais c'est vrai que le mariage entre les deux est détonnant. Vraiment, Lukaku a progressé sous plein de points. Son jeu, son mental, voilà. C'est pour moi vraiment l'homme en plus. C'est pas l'artificier, mais c'est l'homme en plus de cette Inter-là. Parce qu'on pourrait parler de Bastoni, de Skriniar, de De Vrij qui sont énormes en défense. Je te parlais de Brozovic, je pourrais parler de Barella qui est énorme aussi cette saison. Barella, j'espère, je croise les doigts qu'il nous fasse gagner l'Euro d'ici un mois. Il y a vraiment plein de joueurs qui font qu'aujourd'hui l'Inter est revenu au sommet d'Italie. Mais pour moi, le folie de classe, dans tout ça, comme en Italie, c'est quand même Antonio Conte. Parce qu'Antonio Conte, moi j'ai toujours eu quand même un faible pour lui, je vais l'avouer. Et c'est vrai qu'avec lui sur le banc, quand même, tu sais. Alors, après, il touche 12 millions d'euros par an. J'ai envie de te dire, c'est aussi un peu normal qu'il il y a des résultats. Et l'Inter aussi investi pour recruter les joueurs qu'il avait demandé. Et voilà aussi que quand tu mets Conte sur le banc, quand même, tu as une garantie de succès. Et à l'Euro 2016, tu t'en souviens, l'Italie n'avait pas une équipe folle. Et pourtant, avec Pelé, avec Jack Chiellini, avec Eder, ils nous emmènent en quart de finale au pénalty contre l'Allemagne. Donc voilà, Conte, c'est quand même l'homme en plus. Pour moi, c'est le grand architecte de cette Inter-là. Comment est-ce que Conte il a géré toutes les individualités qui composent ce groupe? Parce que des grands joueurs ou des ex-grands joueurs, si on pense à Sanchez, il y en a quand même pas mal et c'est pas toujours le genre de groupe le plus facile à gérer quand c'est des joueurs âgés que tu as sous ta tutelle. Avec les jeunes, tu peux leur faire avaler davantage de choses, ils sont davantage malléables. Mais là, tu as des Vidal, tu as des Eriksen, tu as des Sanchez, tu as des Lukaku, tu as une défense qui a des tauliers aussi, il y a Handanovic. Comment est-ce que ce management il s'est fait? Parce qu'on a beaucoup parlé du terrain, cette patte si reconnaissable, mais en coulisses, comment ça se passait avec ce groupe de joueurs? Alors écoute, il faut déjà savoir que Conte l'année dernière était déjà plus virulent que cette année où vraiment l'année dernière publiquement, même après la finale contre Séville où il s'était montré très dur avec ses dirigeants. Cette année il était un peu plus calme, mais d'un côté il arrive toujours aussi à être entre guillemets en mission commando. Il a souvent dit en conférence de presse, un coup c'est les arbitres, un coup c'est les journalistes. Il a toujours cette faculté quand même à dresser ses joueurs envers et contre tous en mode personne nous aime, tout le monde est contre nous, et nous on va aller au-delà de ça, et Conte adore faire ça, et il a encore fait cette année. Il a surlevé un groupe moralement très touché quand même après la 4e place en Ligue des Champions. Cette soirée, je crois que c'était le 9 décembre, a été très compliquée quand même pour tout le monde. L'Inter était au fond du trou, et c'est vrai que Conte, on le sait, a un management parfois très dur aussi avec ses joueurs, mais là il va rentrer dans leur tête, et comme je te dis,
à les guider et à leur faire comprendre que voilà, il y a eu cette mission commando, comme je t'en parlais il y a quelques minutes avec l'Italie en 2016. Et cette année, voilà, avec l'Inter, qui a toujours été un peu comme ça, Mourinho par exemple, parce qu'on en parlera sûrement après, Mourinho dans les années 2010, même avant, quand il arrive à l'Inter tout de suite, parlait d'ennemis un peu invisibles, la presse, les autres équipes, les joueurs. Et Conte est un peu comme ça. Et cette année, voilà, il a recommencé de manière moins virulente, il faut l'avouer. Mais voilà, il arrive toujours quand même, mis à part Eriksen, qui c'était plus compliqué, il arrive quand même à avoir ses hommes, ses tauliers, et à guider quand même tous ces joueurs avec lui, derrière lui. Cette semaine aujourd'hui, voilà, au Scudetto, même si parfois c'est pas facile. Marotta, dans son interview à la Gazzetta, il me semble, cette semaine, a dit « Moi, je préfère un entraîneur qui me dit les choses clairement, qui est pas voilà, silencieux, qui dit pas amen à tout, plutôt qu'un entraîneur voilà, qui est plus lisse, plus calme. » Et voilà, Conte, on sait que quand il a des choses à dire, il le dit. L'année dernière, il en a peut-être un peu trop dit. Mais voilà, cette saison, il a su mettre de l'eau dans son vin, mais il est resté quand même la tête dure qu'on connaît. Et cette semaine, aujourd'hui, a un titre qui est savouré par des millions de tifosi, honnêtement, qui est mérité et reconnu par tout le monde. C'est vrai qu'on a vu ces belles images sur la place du Dôme à Milan. Et il y a une chose qui m'intéresse aussi, c'est comment est-ce que cet Inter va grandir. Parce qu'au niveau économique, il y a certains problèmes, j'entends, il y a certains joueurs qui ne sont pas payés ou le groupe qui n'est pas payé. Comment est-ce que l'Inter va faire pour construire à partir de ça? Est-ce que, on va pouvoir faire venir du monde cet été? Et 2, est-ce qu'on peut imaginer Conte s'inscrire dans la durée? On sait que ça n'a jamais été vraiment son fort. Alors écoute, Conte, il reste très mystérieux sur ça. Pour l'instant, il ne veut pas y répondre. Quand on lui demande son avenir, ça a été posé à peu près par tous les médias. Lui esquive en disant on va savourer le titre et après on verra ce qui se passe. Donc il esquive. Moi, je pense honnêtement qu'il va rester parce qu'il s'inclut parfaitement dans le projet et l'Inter évidemment veut le conserver. Du côté du mercato, il ne faut pas faire d'illusions déjà parce que tous les clubs aujourd'hui sont dans une situation compliquée avec le Covid et le contexte qu'on connaît tous. C'est vrai que l'Inter est aujourd'hui dans une situation difficile parce qu'on sait que le propriétaire chinois Suning, voilà, on l'a vu avec le Jiangsu en Chine qui a carrément fermé ses portes. Le club a fait faillite. Les clubs aujourd'hui réclament les salaires, ils vont quasiment vendre le bus pour récupérer un peu d'argent. Donc on sait que la situation n'est pas facile. On sait que Suning officiellement et même voilà officieusement cherche un partenaire. Il ne devrait pas tarder à arriver. Je pense que dans l'idéal, Suning aimerait vendre quasiment la totalité du club pour se libérer un peu quand même de cette charge. Mais c'est sûr que financièrement parlant, personne ne s'en cache à l'Inter. C'est une période compliquée. Javier Zanetti en a parlé au quotidien argentin il y a quelques jours. Donc voilà, clairement, c'est une situation compliquée. Tu l'as dit, il y a eu des problèmes de salaire, des impayés qui sont réglés petit à petit. C'est sûr que paradoxalement, la période n'a pas été facile. C'est pour ça que le groupe Inter a dû faire face à tout ça aussi. Parce qu'en pleine saison, il y avait plein de rumeurs sur les salaires, sur la vente du club. Donc ça n'a pas été simple pour tout le monde. Et Conte là-dessus a réussi à remobiliser tout le monde, à faire groupe, à faire bloc. Mais Conte, voilà, officiellement, l'Inter veut le conserver, veut le garder. Après, je pense qu'il restera au moins une saison de plus. Pour l'instant, rien n'est fait. Je pense qu'il restera quand même. Après, voilà, le mercato, il ne faut pas faire d'illusions. Le bloc équipe va être conservé. Il y a des rumeurs avec Hakimi, avec Lukaku, mais je pense que les deux, évidemment, vont rester. Lautaro va prolonger. Il ne faut pas rêver, il n'y aura pas des grosses recrues, mais va falloir se montrer, comme l'a dit Marotta, créatif, inventif, et trouver peut-être des joueurs en prêt, des joueurs en fin de contrat, pour enrichir l'effectif et voilà, peut-être cibler des points où l'effectif peut avoir peut-être des carences. Et vu que je t'ai sous la main, une question sur José Mourinho. On imagine que les nouveaux propriétaires de la Roma voulaient faire un coup. Mourinho a toujours une très belle cote en Italie. Mais là-bas, qu'est-ce qui se dit? Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on n'y croit plus du tout? C'est quoi un peu l'ambiance dans la ville et qu'est-ce qui se dit dans les médias? Alors, il y a deux ambiances. C'est déjà une ambiance à Rome qui est une ambiance de folie parce que honnêtement, la Roma est au fond du trou. Voilà, on enregistre avant le retour face à la Ligue Europa, mais bon, après le 6-2 du match aller, on peut s'imaginer que la qualification va être compliquée. La Roma est 6e au classement avec Sassuolo qui la talonne. C'est une fin de saison terrible pour la Roma, vraiment cataclysmique et ce coup frappé par la Roma à la surprise générale, parce que c'était Sarri quand même qui était annoncé par tous les médias, ça arrivait de nulle part. C'était vraiment une bombe médiatique et c'est vrai pour la Roma. Pour les tifosi du moins, c'est une grosse bouffée d'air. Même si Mourinho, on le sait, un peu sur le déclin, la Roma avait tout tenté ces dernières années, avait tenté les entraîneurs italiens, les entraîneurs
les jeunes entraîneurs émergents, les entraîneurs étrangers comme Fonseca, rien n'a marché parce que Rome est vraiment une place particulière et un club particulier. Mais le gros coup médiatique, Mourinho, la figure que représente Mourinho, ça n'a jamais été tenté par la Roma et depuis des années. La Roma, ces dernières années, n'a pas eu un entraîneur aussi médiatique, aussi charismatique. Donc forcément, moi, de ce que je vois, même de mes amis tifosi, c'est les coques de téléphone de Mourinho qui sont là, les t-shirts qui sont vendus dans la ville. C'était vraiment une embellie autour de ça, tellement Mourinho est attendu comme le Messi et tellement la fin de la saison de la Roma est compliquée. Sur le papier, ensuite, c'est un mariage qui passe ou qui casse, honnêtement, parce que c'est un mariage de folie, de passion, parce que gagner à la Roma, c'est équivaut à 20 titres ailleurs, et c'est pas moi qui le dis, c'est Capello qui le dit, c'est Materazzi qui le dit hier dans son interview à la Gazzetta, où il dit que s'il arrive vraiment à gagner à Rome, Mourinho, ce serait une performance énorme, parce que c'est à Rome, voilà, moi j'ai fait un papier récemment sur Eurosport, où il y a un dirigeant de la Roma me dit, mais tu te rends pas compte, il y a 15 radios qui parlent H24 de la Roma, il y a un quotidien Il Romanista qui parle que de la Roma tous les jours, c'est une pression énorme. Donc Mourinho, tout ça, ça va être énorme, les conférences de presse, les déclarations. Donc, en tout cas, pour l'instant, Rome est tombée amoureuse de Mourinho. Un dirigeant de la Roma hier me disait, on est déjà tombé amoureux de lui. Après, peut-être qu'on l'aime pour l'instant, peut-être qu'on le détestera après, comme c'est souvent avec Mourinho. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est un mariage de folie. Voilà, c'est vraiment la folie autour de lui. En Italie, on contextualise parce qu'on sait que Mourinho arrive d'années compliquées, là, de 3 licenciements, donc on contextualise plus son arrivée. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est un énorme coup. Enfin, voilà, c'est un énorme coup médiatique parce que ça replace quand même la Roma sur la carte un peu du football. C'est un gros coup pour les Friedkin, les nouveaux propriétaires de la Roma qui frappent quand même un gros coup. C'est des novices dans le monde du football, hein, les Friedkin, donc recruter Mourinho, c'est pas rien. Donc voilà, c'est un énorme coup médiatique pour eux. On va dire qu'ils se rachètent entre guillemets une popularité auprès des tifosi, même si la gestion Pallotta avait été désastreuse. Mais comme je dis, la fin de la saison pour la Roma est très difficile. Donc c'est un peu comme noyer le poisson, tu vois, comme on dit en France. Donc voilà, mais en tout cas pour l'instant c'est la folie à Rome. Dans un an, ça se trouve là, on fera une vidéo où Mourinho sera déjà plus là. Je peux pas dire, mais en tout cas je suis très impatient de sa première conférence de presse. Et je peux te dire que Mourinho, avec un mot, a réussi à se mettre dans la poche tous les tifosi. C'est d'ailleurs un mot qui n'a pas réussi à traduire Sky Sports, mais c'est le mot dai. Et dai Rome, à Rome, ça veut dire aller vers Rome, entre guillemets, mais c'est vraiment un dialecte à Rome. Et c'est vrai qu'en disant sur Instagram dai Rome, Mourinho, je te promets qu'il s'est mis tout le monde dans la poche. Et il le savait très bien en l'écrivant, ce serait ce cas-là. Donc, impatient. Parce que si tu as Mourinho à la Roma, Allegri à la Juve, Spalletti à Naples, si Pioli part de Milan, s'il n'y a pas eu des champions, il peut y avoir Sarri. Conte à l'Inter, honnêtement, ça peut être très intéressant. Donc voilà, je te donne rendez-vous d'ici quelques mois, mais je pense qu'en Italie, on va pas mal s'amuser dans les prochains mois. Ah, c'est sûr. D'ailleurs, je crois que Mourinho, lors de sa conférence d'introduction avec l'Inter, il avait aussi séduit le monde avec un dialecte, non, avec un petit mot du dialecte. Il avait dit on a pire là, ça veut dire voilà, je suis pas. Alors c'est très compliqué à traduire en français, mais il faut que ça allait faire toute la conférence de presse à l'époque, toute la presse. Et il y a eu cette conférence de presse contre la Roma, où on se rappelle à l'époque il y avait un duel Mourinho-Inter et un duel Spalletti-Roma qui avait été joué quasiment dans les dernières journées avec cette défaite de la Roma contre la Samp terrible. Et à l'époque, Mourinho a fait une conférence de presse où il dit zéro titoli, où il dit 0 titre, mais avec cet accent portugais. Et aujourd'hui, tu peux retrouver la vidéo sortie de partout. Et c'est vrai que ce zéro titoli, il dit Roma zéro titoli, Milan zéro titoli. Et c'est vrai que c'était très drôle. Et voilà, je pense qu'à Rome, on peut s'amuser. Je pense qu'il y a beaucoup s'amuser avec le dialecte romain. Et vraiment, Rome, c'est vraiment un club, il faut le comprendre, et là, c'est un club particulier parce que la pression autour de ce club est dingue. Et moi, j'ai beaucoup d'amis tifosi de la Roma qui vivent vraiment la Roma comme... Alors, on sait que la passion de foot en Italie est énorme, mais vivre la Roma, crois-moi, c'est encore plus particulier. Et c'est pour ça qu'à Rome, ils n'ont pas gagné le titre depuis 2000-2001. Donc, si tu veux, c'est long, c'est compliqué parce que c'est un club où gagner est difficile et où entraîner est fou. Claudio Ranieri, qui est la personne la plus calme du monde, est devenu fou un jour en conférence de presse. Di Francesco est devenu fou. Spalletti, alors qu'il est déjà un peu fou à la base, est devenu fou encore plus fou là-bas. Fonseca, il y a 2 semaines, a pété les plombs, entre guillemets, en conférence de presse, pré-Manchester. Voilà, quand tu es à Rome, tu deviens fou. Alors on verra si Mourinho arrive à canaliser tout ça, mais je pense qu'il y a moyen de s'amuser pas mal. Très bien, merci Guillaume pour ces éclairages, pour cette plongée dans le football italien. Et comme tu dis, on se retrouve dans un an pour faire le bilan alors.
Ouais, bah, pas de souci, je reviens quand tu veux, c'était un honneur. Et voilà, je salue tout le monde. Comme je sais que tu fais pas ta pub, moi je fais ta pub parce que tu travailles très bien. Et chez Eurosport, mini promo pour nous. Et dans tes tweets et dans tes analyses, honnêtement. Et sur YouTube, voilà, suivez Elias, parce que tu fais vraiment un gros boulot et je te félicite pour tout ça. Merci, à bientôt Guillaume. Salut Elias.